Bonjour à tous, c'est Zoé Grenon, spécialiste du reconditionnement à la BFC de Bagotville. Je vais vous présenter une capsule avec ma collègue Véronique Morin. Véronique, si tu veux te présenter. Salut tout le monde, moi je m'appelle Véronique Morin, je suis monitrice de conditionnement physique et des sports à la BFC Bagotville. Merci. Fait qu'on est toutes deux, on est des kinésiologues à la base militaire. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter une capsule au niveau de l'individualisation quand on parle de principe d'entraînement lorsqu'on doit faire au niveau d'un programme, un cours de groupe ou ainsi de suite. Donc, ce qu'on va vous présenter aussi, c'est en fonction, là, en lien avec la prévention des blessures sportives, en collaboration avec la promotion de la santé pour le volet pour un mode de vie plus actif. Donc, on va commencer comme suit. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi l'individualisation et par la suite, vous allez voir, on va se poser des petites questions pour essayer que vous compreniez davantage dans votre vie quotidienne la réalité de l'individualisation. Donc, l'individualisation, là, c'est vraiment quelque chose, hein? L'être humain, c'est une personne qui est différente. Donc, il faut comprendre que chaque personne n'est pas pareille. Fait qu'il faut adapter selon l'âge, il faut adapter selon le sexe, le corps, la morphologie. Fait qu'il y a plein de facteurs différents qu'il faut prendre en considération lorsqu'on parle d'entraînement physique. Fait que, Véronique, je vais te poser une petite question. Et toi, là, quand tu donnes beaucoup de cours de groupe à la base militaire, qu'est-ce que tu dois prendre en considération quand tu penses à individualiser dans ton entraînement les cours de groupe? OK. La première chose que je vais vérifier, premièrement, est-ce que j'ai un groupe qui est plus féminin, un groupe qui est plus masculin? Est-ce que j'ai un groupe qui est mixte? Également, il faut que je prenne en ligne de compte le niveau d'entraînement de mon groupe. Donc, est-ce que c'est un groupe qui est plus en forme? Est-ce que c'est un groupe que je sais qui a peut-être moins accès à pouvoir pratiquer des sports? Donc, ça, c'est un critère qui est assez important à prendre en ligne de compte. Aussi, est-ce que mon groupe a un objectif précis ou non? Donc, il faut vraiment que j'individualise selon ma gang. Au niveau, est-ce que c'est un PT d'entraînement le matin? Est-ce que c'est un PT d'entraînement le soir? Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, le niveau de fatigue ne sera pas le même. Donc, souvent, les gens sont plus en forme le matin. Le soir, ils ont leur journée dans le corps. C'est sûr que de ce côté-là, c'est à prendre en ligne de compte. La façon la plus facile, en fait, la mieux pour individualiser avec un groupe, c'est de travailler au niveau de la charge, donc le volume et l'intensité. Donc, si je prends exemple, j'ai un entraînement en musculation, je vais adapter au niveau des charges. Donc, si je vais voir mes participants, que je vois sa technique laisse à désirer, c'est peut-être au niveau de la charge qui est trop lourde. Donc, à ce moment-là, on essaie de l'adapter ensemble. Si c'est un entraînement de course, à ce moment-là, je vais voir, est-ce que je fais une course continue? Est-ce que je fais une course fractionnée? Donc, j'essaie vraiment de l'adapter à chaque personne. C'est sûr que tout le monde n'est pas la même vitesse non plus, fait que c'est important de se respecter. L'outil le plus facile pour individualiser dans un entraînement, j'en parlerai de deux. On a l'échelle de perception de l'effort, donc la fameuse échelle de Borg qu'on démontre après chaque tâche au test force, qui permet à la personne de voir, selon elle, la perception d'effort qu'elle a sur le moment de l'exercice. Sinon, un autre outil aussi qui est vraiment super, c'est une montre sportive. On a un cardio-fréquence-mètre à l'intérieur. Donc, si la personne connaît ses ondes de fréquence cardiaque, exemple, la personne sait que c'est sa fréquence cardiaque max, c'est 200 battements par minute, puis elle veut faire, exemple, une course à 80 bien, si elle voit dans sa montre qu'elle est à environ 160 BPM, bien, là, ça va être plus facile pour la personne de se dire, OK, je suis en plein dans l'intensité que je veux versus, oh non, je suis pas assez, faut que je pousse un peu plus ou je pousse un petit peu trop. Fait que c'est sûr que ça, c'est des outils qui sont vraiment plus faciles pour individualiser de personne en personne. Sinon, qui est à prendre en ligne de compte aussi, on demande toujours où est-ce qu'on a des blessés. C'est sûr que les personnes blessées, on ne réagira pas avec la même charge, le même volume pour cette personne-là. On va vraiment aussi l'adapter en fonction de la personne, en fonction de sa blessure. Fait que c'est comme tous des paramètres comme ça qui sont importants de prendre en ligne de compte dans un entraînement de groupe. Parfait, merci. J'ai une petite question pour toi, moi aussi. Dans le fond, je m'entends avec un ami, puis j'aimerais soulever les mêmes charges que mon ami. On s'entraîne ensemble, je fais attention à ce que je mange, je dors bien, je m'hydrate bien. Par contre, au niveau de nos charges, on a vraiment une grosse différence au niveau des charges. Pourquoi? Il faut penser quand on s'entraîne avec quelqu'un, il faut penser à plusieurs facteurs. Hein? Donc, on parlait à notre génétique, donc à notre la morphologie de chaque personne, il faut vraiment la prendre en considération. Chaque personne a une génétique, comme je disais, nos neurones ne fonctionnent pas pareil que les autres, notre métabolisme n'est pas pareil non plus que chacun. Donc, l'adaptation va être
pas la même. Donc, dans un programme d'entraînement qui est le même, ça ne veut pas dire qu'on va avoir les mêmes résultats à la fin. Il y en a qui vont être plus vite, d'autres moins vite au niveau des résultats. Désolée du bruit. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les différentes morphologies qu'on peut retrouver chez les gens qu'il faut quand même prendre en considération, l'entraîneur doit prendre en considération et soi-même. Donc, tu as ectomorphe, ça va être une personne qui va être un petit peu plus grande et mince. Il va avoir un peu plus de difficulté à prendre du poids, donc prendre de la masse musculaire et autres. Il va avoir une prévalence un peu plus pour les sports d'endurance. Il va avoir des fibres musculaires lentes, donc pour faire des sports d'endurance. On a aussi la morphologie mésomorphe, désolé. Eux autres, il va avoir un développement un petit peu plus musculaire, plus facile. Il va avoir une taille moyenne. Il va avoir un profil plus physique et athlétique. Ça va être plus facile pour lui, là, dans tous les types d'entraînement, là, il va avoir plus de facilité. On a aussi une dernière morphologie au niveau de l'endomorphe. Il va avoir les épaules et le bassin un peu plus larges. Il va avoir une accumulation de graisse plus facile. Et son métabolisme va être un peu plus lent. Donc, lui, il est reconnu pour avoir une force supérieure au niveau musculaire à la moyenne. Puis, il va avoir une prévalence pour les sports, plus de puissance d'entraînement. Donc, c'est pour ça qu'il faut se connaître notre morphologie, puis savoir où est-ce qu'on veut comme objectif. Des fois, il faut travailler un peu plus fort pour aller chercher un objectif de quelqu'un d'autre. Donc, il ne faut pas se fier à la personne, il faut se fier à soi-même. Donc, il y a plusieurs facteurs. Comme je mentionnais, le métabolisme, les fibres, nos habitudes de vie, le sommeil. Si tu dors moins que ton ami, que tu as une moins bonne habitude de vie, ça peut jouer en compte. Il faut vraiment faire, c'est vraiment important. Là. Fait que c'est pas mal ça au niveau. Là. Avec deux personnes, en fait, qui font le même programme pour la prise de masse, peuvent avoir deux réponses complètement différentes. Oui, effectivement. Là, c'est ça. Il ne faut pas penser que là, mon ami, on fait le même programme, les mêmes exercices, presque les mêmes poids. Puis lui, j'ai vu en 2 mois qu'il y a eu une bonne prise de masse musculaire. Puis moi, c'est vraiment pas grand-chose. Puis là, c'est vraiment décevant. Mais on ne peut pas comparer un à l'autre. Là. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner le même programme pour toi. Peut-être pour toi, ça prendrait un autre sorte de programme pour avoir le même objectif. C'est vraiment travailler différemment. Là. C'est pour ça qu'avoir un bon entraîneur, pour avoir un entraîneur qui a un objectif précis, ça va nous aider vraiment à nous diriger plus facilement vers cet objectif-là. Okay. Fait que, Véro, j'ai une question pour toi. Oui. Mettons, il y a une personne qui court avec son fils depuis quelques années. Puis avant, il était capable de courir aussi vite que son fils. Puis dans les mêmes temps, là, tu sais. Là, au niveau, là, il n'arrive plus à le suivre, mais là, il s'entraîne toujours ensemble, ils font tout le temps les mêmes entraînements. Son fils n'en fait pas plus nécessairement que lui. Donc, la personne voudrait savoir pourquoi il est vraiment capable d'arriver à la même vitesse ou à suivre là, son garçon. OK. Bien, ici, ce qui est à prendre en ligne de compte, c'est l'âge. C'est sûr qu'une personne plus vieille va avoir la difficulté à rencontrer les mêmes temps qu'une personne plus jeune, simplement parce que au cours de notre vie, le corps humain va connaître des pics de performance. Donc, pour le pic de performance du cardio, donc ce qu'on appelle le VO2 max, chez les hommes, le pic va arriver entre 18 et 20 ans versus chez les femmes, c'est beaucoup plus tôt, c'est de 13 à 15 ans. Donc, la croissance n'est pas la même chez les hommes versus chez les femmes. Et malheureusement, passé ce pic de performance-là, les capacités cardiovasculaires vont commencer à décroître. Donc, c'est sûr que la personne, c'est le cas avec son enfant. Avant, elle faisait les mêmes temps. En vieillissant, elle a difficulté à rencontrer un peu plus les mêmes temps. Je ne dirais pas que c'est impossible d'aller rechercher les mêmes temps à la course. Par contre, ça va demander un petit peu plus de travail, un petit peu plus de discipline pour pouvoir aller chercher les mêmes temps. Puis également à prendre en ligne de compte la récupération. Donc, c'est sûr que plus on est jeune, souvent on récupère plus facilement. Plus on est vieux, à ce moment-là, on récupère un peu plus lentement. Donc, c'est différent. Je ne m'embarquerai pas trop dans ce sujet-là, étant donné que je crois que c'est une autre capsule que tu veux parler un petit peu plus tard de la récupération. Mais c'est ça. C'est quand même des facteurs qui sont très importants à prendre en ligne de compte. Là, le pic de performance et le corps qui vieillit. C'est pas des choses qui sont impossibles, mais ça demande un petit peu plus de travail, plus de discipline aussi. Oui, tantôt, quand tu parlais de pic au niveau là, de la capacité cardiovasculaire, qu'on a un pic, c'est vraiment parce que ça, notre fréquence cardiaque diminue aussi. À chaque année qu'on accumule, notre fréquence cardiaque diminue là, selon chaque personne. Il diminue plus ou moins, mais elle va toujours diminuer. Et de ce fait, à chaque décennie, donc à chaque 10 ans,
tu perds environ 10 %. Une personne moins active va perdre 10 % de son VO2 max, de sa capacité d'oxygène là, à bien gérer l'oxygénation là, de son corps. Donc, imagine là, la capacité là, fonctionnelle. Être fonctionnel, c'est 15 de VO2 max, donc 15 millilitres, tout qu'est-ce qui en suit. Mais c'est important de comprendre que si tu es plus actif un peu, il peut y avoir une petite, de 5 % là, de perte là, à chaque décennie. Donc, c'est sûr que c'est important de garder une certaine capacité cardiovasculaire, même si on a des diminutions de santé cardiovasculaire. Donc, il faut vraiment comprendre qu'on a quand même, en vieillissant, il y a une dégradation de notre VO2 max, mais c'est pour ça que c'est super important de garder un certain niveau selon son corps et de s'écouter toujours là, pour garder, après ça, rendu à 80 ans, d'avoir encore un niveau là, acceptable et non juste fonctionnel à la base. Il faut vraiment penser, parce que la moyenne des gens, on peut se retrouver à 36 environ de VO2 max, fait qu'il faut essayer de voir de pas trop, c'est proche du 15. Là. Quand tu parles de décennie, il faut penser qu'il faut essayer de garder ça là, assez un bon niveau pour être fonctionnel. Donc, Véro, j'ai une petite question. Non, c'est toi qui as une question pour moi. Oui. En fait, une femme qui s'entraîne, puis que certaines semaines, ça va super bien, puis que d'autres semaines, elle a plus de difficultés à se dépasser, ses charges sont différentes, son temps à la course, c'est différent. Qu'est-ce qui peut influencer ces données-là chez une femme? C'est sûr que pour une femme, on a le cycle menstruel à chaque mois, donc il faut y penser. Puis par la suite, après ça, tu as la ménopause, donc c'est un autre débalancement hormonal. Donc, le contrôle hormonal, il joue un rôle vraiment grand dans notre métabolisme. Fait que quand on est en cycle menstruel, il va y avoir des paramètres à considérer. Donc, le corps va changer, le poids corporel, la quantité du corps, le flux sanguin, le volume sanguin. Donc, va jouer sur notre métabolisme, la fatigue, le corps. Donc, il faut vraiment prendre en considération. L'entraîneur doit prendre en considération. Puis quand tu as un groupe d'entraînement et que tu as des femmes, il faut en prendre en considération si la personne te dit qu'elle est plus fatiguée ou est plus fatiguée ou a besoin de plus de repos ou souvent mal dans le dos ou dans ses cycles menstruels. Fait que c'est important d'en prendre en considération parce que quand tu es fatigué comme ça puis ton corps a changé, tu es plus à risque de blessure. Donc, il faut faire attention. Donc, bien s'écouter, continuer à bouger parce qu'il faut bouger quand même toujours dans l'entraînement, mais il faut s'écouter puis diminuer dans cette période-là. Diminue un peu ton rythme et continue de t'entraîner. C'est super important. Est-ce que ça répondait à ta question? Oui, super, merci. Parfait. Fait que là, j'en avais un autre, là, quelqu'un qui joue au hockey. Donc, je viens de jouer, mettons exemple, je viens de commencer à jouer au hockey dans une ligue de garage avec mes amis. Puis eux autres, ils jouent depuis longtemps là, dans cette ligue-là. Là, ça fait plusieurs années. Moi, j'ai joué un peu quand j'étais jeune, mais ça faisait vraiment longtemps. Là, c'est comme si je n'avais jamais joué. Mais là, je n'ai réussi pas à retrouver mes capacités quand j'étais jeune, comme je voudrais. Là. Pourquoi? OK. Ben, dans un sport de groupe, en fait, ce qui est important à prendre en ligne de compte, c'est l'expertise de chacun. Tout à l'heure, je parlais que le corps va connaître un pic de performance en VO2 max, mais dans l'apprentissage aussi, il y a une période qui est quand même assez critique dans l'apprentissage de l'enfant, dans le développement de l'enfant, pour aller développer certaines habiletés motrices qui, s'ils ne sont pas acquis dans cette phase d'âge-là, qui est environ entre 6 et 12 ans, où on va apprendre à dribbler, lancer, courir, botter, etc. Si ces habiletés motrices-là ne sont pas acquises dans cette période sensible de développement, à ce moment-là, une personne va avoir plus de difficultés à performer dans un sport. Ce n'est pas impossible. Par contre, si, exemple, tes amis ont performé au hockey dans cette période-là, ils ont développé des habiletés, mais quand même qu'ils n'auront pas joué pendant plusieurs années, s'ils recommencent à jouer, la phase de réapprentissage, si je peux dire ça comme ça, va être beaucoup plus facile étant donné que la période critique a été apprise, les habiletés motrices ont été développées, versus une personne qui n'a pas eu la chance de développer ces habiletés-là de façon optimale. La phase d'apprentissage va être un petit peu plus longue. Donc, oui, la personne peut performer quand même au hockey, mais ça va être un petit peu plus difficile. Je dis au hockey, ça peut être à n'importe quel sport, ça peut être le volleyball, le basket, etc. Donc, si ces habiletés-là n'ont pas été développées, on n'atteindra pas les résultats aussi optimaux qu'une personne qui a pu les développer. Donc, si toi, tu ne les as pas faites, la période d'apprentissage va être un petit peu plus longue versus une personne qui les a développées va avoir plus de facilité au retour au jeu, en fait, si je peux dire ça comme ça. OK, parfait. Ça, c'est intéressant par rapport à ça. Prochaine question. Question qu'on se posait souvent, en fait, au gym, que je trouve très intéressant. Les fameux programmes sur Internet.
comment savoir si mon programme que j'ai pris sur Internet est bon pour moi? Est-ce que c'est bon? Comment est-ce qu'on peut s'enligner avec tout ça, avec toutes ces informations qui sont à notre portée? Bien, c'est sûr que c'est assez facile d'avoir un programme d'entraînement gratuit sur Internet. Donc, je ne te dis pas que c'est pas nécessairement mauvais parce que la facilité est là, puis les gens cherchent la facilité, puis c'est correct aussi. Mais il faut prendre en considération que les programmes d'entraînement, ils ne sont pas adaptés à soi-même, à l'individu là, intégral. Là, fait que ça dépend toujours, il faut prendre les aspects aussi de la vie quotidienne. Les programmes d'entraînement que vous allez chercher, qu'il n'y a pas d'entraîneur qui a pensé à vous, que vous n'avez pas dit c'est qui vous êtes ou quoi que ce soit. Il ne va pas penser à votre vie quotidienne de la journée, si tu es fatigué, si tu as une grosse journée ou de travail, c'est quoi ta charge de travail à la maison et ton sommeil aussi. Il ne va pas prendre en considération l'aspect médical aussi, si tu prends des médicaments, si tu as des blessures, des anciennes blessures. Il faut que tu y penses toi-même, mais est-ce qu'on connaît tous les exercices qui sont bons selon notre condition? Donc, c'est pour ça que quand on va chercher un programme d'entraînement sur Internet, il faut penser environ à trois choses importantes. Okay? Donc, il faut penser à la crédibilité de la source. Donc, est-ce que c'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience d'un centre que vous connaissez? Est-ce que c'est un kinésiologue qui connaît vraiment le programme que vous avez fait selon votre entraînement? L'expérience de la personne dans le domaine aussi. On parle aussi de l'adaptabilité au niveau du programme et des exercices. Est-ce que les exercices sont adaptables pour vous? Désolée, il y a une lumière qui est fermée. Est-ce que l'adaptabilité au niveau, là, y a-t-il les options de peux-tu changer ton intensité selon ta journée? Est-ce que tu peux changer certains exercices si tu n'es pas capable de le faire? Est-ce que les exercices, tu connais bien le mouvement ou tu vas chercher sur Internet ou quoi que ce soit, déjà le mouvement, comment ça marche? Donc, c'est ça qui est important, que des fois, le kinésiologue ou l'entraîneur personnel peut vraiment vous indiquer là, comment bien faire le mouvement. C'est vraiment plus facile, puis selon vos limitations aussi. Si, mettons, il me dit de faire un back squat, mais je ne suis pas capable de me rendre les mains en arrière, mais l'Internet ne te dit pas que tu n'es pas capable de le faire comme il faut, et que tu viens arrondir ton dos pour essayer d'aller mettre ta mobilité là, comme il faut en arrière de la barre. Donc, un entraîneur serait capable de faire un changement tout de suite drastique sur le moment présent, comparativement à un programme fait sur Internet. Il faut penser aussi à l'alignement du programme avec les objectifs. Oui, peut-être j'ai marqué sur Internet, je peux perdre de poids, il me sort quelque chose. Et là, ça ne veut pas dire que c'est fait pour toi. Même si c'est un objectif X, ça va peut-être trop intense au début. Il pense à la récupération. Il a-tu pensé à, mettons, si tu es allé faire quelque chose d'autre dans la semaine. S'il dit, mettons, entraîne-toi 5 fois semaine, mais il n'a pas pensé à ta vie quotidienne. Donc là, c'est vraiment, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est réaliste? Tout ce qu'on trouve sur Internet pour soi-même l'adapter à la maison. Donc, c'est cela que je pense qu'un entraîneur, aller consulter un entraîneur, un kinésiologue, je ne dis pas tout le temps faire ça, mais ou s'assurer que vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse, qui pourrait vous motiver sur Internet, mais allez poser si c'est bien pour vous. Allez le demander, allez chercher si c'est correct. La personne ne va pas vous dire, je ne veux pas que tu fasses cet entraînement-là. Elle va juste te diriger de la meilleure façon possible selon ta capacité, ta condition actuelle, parce que c'est vraiment important de savoir aussi, là, je le disais tantôt, là, si tu prends des médicaments, si tu as une condition physique, là, si tu as des blessures, des restrictions, des anciennes blessures qui pourraient ressortir à la suite là, de l'entraînement. Donc, c'est des choses qu'un entraîneur, un kinésiologue pourrait prendre en considération davantage qu'un programme sur Internet. Et sur Internet, comme je disais tantôt, les programmes ne sont pas adaptés là, pour les mouvements pour chaque personne. Donc, prendre en considération tout ça. Est-ce que tu avais des choses à ajouter par rapport à ça, Véronique? Ben, ce qui est intéressant aussi avec les entraîneurs, c'est que le programme pris sur Internet ne vérifiera pas si tu as la mobilité pour faire le mouvement. Donc, tantôt, tu parlais du back squat. Si c'est un front squat aussi, où ce que la charge est vraiment par rapport face au corps, est-ce que ton coude est assez élevé? Est-ce que ta barre est bien placée? Est-ce que ton bassin est assez mobile pour pouvoir aller chercher l'amplitude que tu vas aller chercher au squat? Fait que c'est sûr que ton entraînement pris sur Internet ne pourra pas aller chercher ces informations-là versus si je fais un programme de personne, mais quand je le remets, je vais regarder la personne faire le mouvement. Et si je vois que le mouvement n'est pas sécuritaire pour la personne, ben, je vais l'adapter soit en essayant de travailler au niveau de sa mobilité, soit en changeant complètement le mouvement, qui va aller travailler sensiblement les mêmes muscles, mais qui va être plus sécuritaire puis prévenir les blessures. Mais en effet,
C'est super tout ce que tu as dit. Là. C'est comme, on ne dit pas de ne pas aller chercher des programmes sur Internet Non, ou quoi que ce soit. C'est vraiment facilité et on veut s'entraîner à la maison parce que notre vie dit en ça. Non, ça marche comme ça, puis c'est de l'argent, c'est gratuit, puis mais c'est juste s'assurer, est-ce que vous faites les bons mouvements? Mais il faut bouger, fait que c'est vraiment, là, assurez-vous que tout est correct là, selon vos objectifs et votre mobilité de votre corps et votre expérience aussi selon... Donc, Véronique, oui. pourquoi j'arrive à suivre l'intensité des autres dans mes cours. Puis des fois, il y a des jours que je ne suis pas capable de suivre mes collègues, là, mais des fois, là, ça suit. Là. C'est super bon, mais là, je ne suis pas capable de les suivre dernièrement. Là. Pourquoi? Qu'est-ce que ça pourrait faire? Ben, en fait, c'est de questionner journée par journée. Fait que là, c'est vraiment toi, l'individualisation, c'est toujours toi versus toi. Par contre, est-ce que cette nuit, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as bu assez d'eau? Est-ce que tu t'es bien alimenté? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus stressé? Est-ce que tu as une grosse journée aujourd'hui? Fait que c'est comme tous des facteurs à prendre en ligne de compte. Aussi, si tu as une famille, est-ce que c'est toi qui s'occupe seul des enfants à la maison? C'est sûr que ça va aller chercher un niveau de stress, un niveau de fatigue qui est quand même très important. Ça, c'est tous des facteurs qui peuvent avoir un énorme impact au niveau de la performance du sport. Fait que c'est sûr que c'est ça. C'est regarder dans ta journée comment ça va. Si tu es fatigué, ben faut que tu te respectes parce que plus tu es fatigué, souvent plus tes techniques vont laisser à désirer, étant donné que le corps est fatigué, il va mettre son énergie vraiment sur les fonctions vitales. Donc, c'est sûr que soulever de la charge, souvent peut-être un 200 livres au deadlift, c'est pas nécessairement vital pour le corps. C'est important de bouger aussi, par contre. Mais si tu sens que ta technique laisse à désirer, si tu sens que tu as des petits maux, des petites douleurs qui arrivent cette journée-là, c'est important de t'écouter puis d'adapter ton entraînement à ton niveau de fatigue, à ton niveau de stress, quitte à faire quelque chose de plus léger cette journée-là. Tu étais supposé, je sais pas, ça s'est supposé être ta grosse journée de jambes. Ben, tu peux peut-être aller faire une petite course à la place ou remplacer par quelque chose de plus léger. Si c'est un cours de groupe, ben, à ce moment-là, c'est diminuer les charges, diminuer l'intensité pour t'adapter. Mais c'est super important de s'écouter de jour en jour puis de se respecter aussi là, à ce niveau-là. OK, parfait. Oui, c'était pas mal ça, je pense, pour cette question. Est-ce que tu te rappelles la stratégie équilibre? Les Forces armées canadiennes, là, ils ont sorti une nouvelle stratégie au niveau, ça s'appelle la stratégie équilibre, sur 4 volets, donc l'alimentation, l'activité physique, le sommeil et la santé mentale. Donc, ces 4 volets qui sont super importants à prendre en considération individuellement. Si ces 4 volets-là sont pas... S'il y en a un qui est un peu vraiment diminué par rapport aux autres, qu'il n'y a pas un équilibre entre les 4, mais là, c'est là qu'il va jouer sur ton activité physique, sur ton énergie, ta fatigue. Donc, ces 4 volets-là sont pas... Il n'y en a pas un toujours meilleur que l'autre, mais il faut quand même que ça soit égal, avoir un bon équilibre. Donc, c'est pour ça que dans la dernière année, là, les Forces armées canadiennes vont sûrement essayer de focusser davantage là, sur ces 4 principes-là. Donc, vas-y pour ta prochaine question. Un client qui a une blessure, puis qui ne veut pas nécessairement s'entraîner avec son groupe, avec son unité, ou qu'il a peur de s'entraîner pour cause de soit augmenter sa blessure ou de se reblesser, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette personne-là? Ouais, c'est comme tantôt, tu disais, l'individualisation, c'est toi versus toi. Donc, des fois, on a un peu d'orgueil aussi hein, quand on est dans un groupe. Mais il faut vraiment être capable de s'écouter. Donc, être aussi, quand tu as un entraîneur dans ton cours de groupe, il ne faut pas que tu sois gêné d'aller le mentionner pour que l'entraîneur soit capable de te donner des adaptations au niveau de certains exercices ou te dire, fais pas cet exercice-là, tu dois faire ça. Donc, il faut s'écouter puis être capable de le dire aussi qu'aujourd'hui, j'ai une problématique. Et après ça, l'entraîneur va être capable de savoir aussi, de te dire, est-ce que tu es capable de faire l'entraînement ou non? De te dire, fais le groupe avec nous, on va adapter ou non, tu ne devrais pas faire cet entraînement-là et de faire un entraînement plus par toi-même, adapté selon ta capacité. Fait que quand on a une blessure, ça demande beaucoup aussi d'énergie, tout dépendant du niveau là, de notre douleur ou autre. Et chaque individu pourrait avoir la même blessure, mais pas aussi le même niveau de douleur, au niveau de ta perception de ta douleur. Donc, c'est beaucoup au niveau psychologique, de notre santé mentale, au niveau d'une blessure. Fait que ça, l'entraîneur, il faut qu'il prenne en considération ce moment-là. Et toi aussi, il faut que tu prennes en considération que quand tu as une blessure, est-ce que ça me joue beaucoup mentalement? Est-ce que tu faut te connaître? Est-ce que moi, en entraînement, mon orgueil est trop intense si je suis blessée? Si je me connais, je sais que je suis blessée, mais je vais me pousser même si pour que je veuille suivre le groupe, mais ma blessure me dit non. Là, fait que ça, il faut se connaître aussi si notre orgueil est un peu intense. Donc,
quand on est blessé, là, on va avoir une plus grande progression, on va réduire un petit peu les intensités, fait qu'on va jouer vraiment selon chaque personne. Comme je disais tantôt, la perception de douleur n'est pas pareille. Fait que l'approche pour chaque personne ne sera pas pareille pour une même blessure. Il faut vraiment y aller vraiment selon l'individu et ce que l'individu nous dit, selon sa perception. Vas-y. Puis c'est important aussi comme ça, d'écouter la blessure. Une personne qui, exemple, fait de la musculation, veut avoir un gain de masse, qui ne veut pas arrêter parce qu'il est blessé, parce qu'il ne veut pas perdre ses acquis, ben plus on va s'entraîner sur une blessure, plus la blessure va être longue à guérir, puis plus c'est là qu'on va perdre encore plus nos acquis. Fait qu'on est mieux de s'écouter, de laisser de laisser au corps le temps de guérir pour pouvoir après ça aller les rechercher, parce que de toute façon, ce qu'on a déjà acquis va être plus facile à aller rechercher qu'avant qu'on les ait, ces acquis-là. Le principe de mémoire musculaire qui vient faire son impact ici. Fait que plus on s'écoute, plus on prend soin de notre corps, plus on va être facile de le reperformer plus rapidement aussi par après. Effectivement, il faut vraiment être capable d'enlever notre orgueil, de dire OK, j'ai besoin d'une pause là. Puis est-ce que c'est quelques mois ou versus quelques années de prendre le temps de récupérer une blessure? Donc là, c'est vraiment important là, de s'écouter. Puis des fois, c'est ça, là, ça demande un travail, un processus psychologique un peu plus rendu là, parce qu'il y en a que ça va être la compétition, il y en a que c'est un sport, il y en a que ça va être un déploiement aussi. Donc, il y en a qui sont. C'est le même principe. Si tu es blessé, puis là, tu voulais aller en déploiement parce que ça demande, c'est ta job d'un certain côté. Fait que là, des fois, il faut faire les pour, les contre, puis voir si être capable de. Est-ce que c'est 6 mois ou après ça, je vais être équipée pour tout le reste des années à cause d'une blessure, à cause que j'ai une mini blessure au départ. Donc, c'est important de prendre en considération nos blessures. C'est ça, puis de prendre en considération aussi qu'il ne faut pas arrêter de bouger, mais il faut l'adapter. Comme tu disais tout à l'heure, c'est souvent les gens sont blessés, ils ne veulent plus bouger. Mais non, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Si tu es blessé aux jambes, on peut faire d'autres choses aussi. Donc, on va l'adapter, c'est ça qui est important, puis ça te permet en même temps de garder la bonne habitude. Fait que, super. Autre question. Une personne, une femme ou un gars qui s'entraîne avec son conjointe, peu importe, mais il faut que ça soit deux sexes différents. Ils font environ le même poids. OK? Mais ils ne lèvent pas les mêmes poids. Fait que lui, il est capable de lever plus lourd, puis l'autre moins lourd, mais ils font le même poids, puis ils ont la même grandeur. Là, c'est vraiment similaire. Là. Donc, pourquoi que deux sexes différents ne pourraient pas lever les mêmes poids? Bien, c'est ce qui est en prendre en ligne de compte. En fait, c'est l'âge et le sexe. Fait est-ce que vous avez le même âge? Est-ce que, au niveau du sexe, l'homme et la femme, il y a énormément de particularités qui sont très différentes pour la progression d'entraînement. Tout à l'heure, j'ai parlé du pic de performance pour le VO2 max. La force musculaire aussi va connaître un pic de performance. Chez les hommes, c'est plus autour de 20-30 ans. Chez la femme, ça va plus arriver autour de 20 ans. Donc, c'est sûr que passer ce pic de performance-là, autant en muscu qu'en cardio, les capacités commencent à décroître. Mais en gardant une forme physique régulière, ben, c'est sûr qu'on peut diminuer la progression de ces décroissements-là, si je peux dire ça comme ça. Autre chose qui est à prendre en ligne de compte, les hormones. C'est sûr que la testostérone va aider à développer plus facilement au niveau de la force musculaire que la femme n'a pas. Par contre, fait qui est très intéressant et je crois qu'il est peu connu, c'est de vérifier au niveau de la force relative. On a la force relative, la force absolue en entraînement. La différence entre les deux, la force absolue, c'est vraiment la capacité de force maximum qu'une personne peut déployer sans tenir compte de rien. Fait que c'est juste la charge. Fait que telle personne va lever 200 livres, telle personne va lever 300 livres. La force relative, ce qui est la différence, c'est de la force maximale possible de déployer par une personne en tenant compte de son poids. Fait que si, exemple, moi, je m'entraîne avec mon conjoint, je pèse, je sais pas, 130 livres, mon conjoint en pèse 200. Mais si on tient compte de la force relative, donc on compare avec mon poids versus la charge que je lève et celle de mon conjoint, bien, étonnamment, parfois, si on performe de la même façon, si les deux, on mange bien, on fait attention, il y a beaucoup de facteurs aussi à prendre en ligne de compte, outre la charge, mais si le niveau de performance est semblable, au niveau de la force relative, étonnamment, on n'a pas toujours nécessairement une si grosse différence. C'est ça qui est à prendre en ligne de compte, mais c'est sûr que la masse musculaire d'un homme est déjà plus importante que celle d'une femme. Donc, c'est des facteurs qui sont importants aussi. Ouais, donc, fait que ça ne veut pas dire qu'une femme peut être aussi en forme, peut lever aussi une charge autant qu'un homme. Là. Ça dépend toujours, comme tu parlais, au niveau de la force relative. C'est ça que ça veut dire. Exact. Il n'y a pas de sexisme rendu là. C'est juste que la réalité hormonale, c'est ça qui fait en sorte. Mais oui, les femmes vont s'entraîner, peuvent lever des charges assez lourdes, assez impressionnantes aussi. Okay.
C'est à moi, je crois. Oui, c'est à toi, oui. OK. Ça fait quelques semaines qu'une femme s'entraîne avec son conjoint, ou peu importe, ça peut être conjoint, conjointe. Mais elle a du fun à s'entraîner avec son conjoint, mais au niveau du programme, peut-être elle retrouve un petit peu moins de motivation. Fait qu'elle aime ça s'entraîner avec son conjoint, mais c'est ça, le programme, peut-être un petit peu moins motivant. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ben, c'est sûr qu'en gym, on voit souvent ça aussi. Là, hey, je m'entraîne avec mon conjoint, il y a un programme d'entraînement, puis je le fais avec lui. Non, non, non. Mais est-ce que le programme a été monté selon tes objectifs à toi, à la personne? Tu sais, souvent, le programme a été monté pour la personne et non pour la conjointe ou le conjoint. Donc, c'est important de. Il y a ça aussi, il faut que le programme il soit en fonction de tes objectifs, parce que s'ils ne sont pas en fonction de tes objectifs, tu n'auras pas les résultats que tu voudrais. Tu fais juste faire un mouvement, que tu n'es pas sûr que c'est ça. Fait que le fait de rester à l'entraînement va rester le moins présent à ce niveau-là. Donc, ça va prendre en considération selon tes objectifs. Donc, pourquoi pas aller voir un entraîneur avec le conjoint? Parce que si ta motivation, c'est d'entraîner avec ton conjoint, puis ton conjoint aussi, pourquoi pas aller voir un entraîneur, puis lui dire, lui demander faites-nous un programme pour qu'on le fasse les deux ensemble, puis que ça s'adapte. Puis ça pourrait être, vous allez en même temps au gym, vous faites à la même place, vous êtes en même temps, vous faites vos choses séparées. De temps en temps, vous faites des petits exercices ensemble, mettons circuit abdominaux ou peu importe. Ça peut être, ou votre cardio, ça peut être vraiment ensemble, mais des objectifs différents. Et souvent, on voit en gym, chez l'homme, je n'ai pas chose, ils vont faire beaucoup de programmes d'hypertrophie, de 8 à 10 répétitions. C'est plus de l'hypertrophie, prise de masse. Est-ce que la femme va aller chercher cette prise de masse-là au niveau, c'est toujours relatif, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et ça prend aussi une expérience pour lever 8 à 10 répétitions au niveau de l'exercice. Ça a une bonne expérience dans le mouvement, dans l'exercice. Est-ce que ton conjoint connaît tout le bon exercice selon ta morphologie à toi? Donc, c'est ça, il faut prendre plein de choses en considération quand on fait un programme d'entraînement. Aller chercher ta motivation, donc savoir, moi qui me motive, c'est de m'entraîner avec mon conjoint, et savoir c'est quoi tes objectifs précis. Et avec ces objectifs précis-là, puis ta motivation, bien là, c'est d'aller se rejoindre les deux ensemble là, pour bien s'adapter. Là. Mm-hmm. Il existe tellement de façons différentes de s'entraîner aussi. Là. Il n'y a pas juste les 3 séries de 8 à 10 répétitions. Là. Il y a les intervalles à haute intensité de courte durée. Il y a les circuits style fonctionnel. Fait il existe tellement de façons de s'entraîner qu'une personne qui suit le même programme, si elle n'est pas motivée, ben, ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle n'aime pas s'entraîner. C'était juste que cette méthode-là, pour cette personne-là, c'est pas l'idéal. Oui, mais il faut vraiment se connaître, puis même les marquer peut-être aussi. Je marque OK, qu'est-ce qui me pourrait me motiver à aller m'entraîner? Parce que il y a pas beaucoup de monde au Canada qui vont bouger. Non, il y en a beaucoup, mais je veux dire, il y en a beaucoup qui ont l'intention de faire un changement dans leur habitude de vie au niveau de l'activité physique, donc augmenter leur niveau d'activité physique. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire le changement, donc le mouvement, c'est de partir après l'intention. Donc, quand on écrit, mettons, on écrit, bon, c'est quoi qui me motiverait à bouger? Ben là, m'entraîner avec quelqu'un ou en groupe ou quoi que ce soit. Après ça, quel est ton objectif? Puis qu'est-ce que tu devrais faire pour atteindre cet objectif-là? Puis quand c'est écrit, c'est un peu plus concret. Puis peut-être comme ça t'aide à trouver des solutions là, à tes objectifs puis à ton entraînement. Fait que c'est juste prendre une prise de conscience sur ses objectifs, sur soi-même, puis qu'est-ce qui se motive. Là. Je pense que ça pourrait aider davantage là, à l'individu. Définitif. Aussi, je pense que poser comme question au niveau des suppléments nutritionnels pour avoir de la même force musculaire que son ami ou que mon collègue ou quoi que ce soit. Donc, faire augmenter ma force musculaire. Est-ce que c'est bon de prendre des suppléments nutritionnels? Ça, c'est une très bonne question. Écoute, il y a tellement de suppléments qui existent pour tellement de raisons différentes que c'est facile de s'y perdre à travers tout ça. Premièrement, ce qui est important, c'est de savoir que c'est pas parce que ton ami prend un supplément que toi, tu vas réagir de la même façon à ce supplément-là. Donc là, il y a une question de métabolisme qui rentre en ligne de compte. Aussi prendre en ligne de compte la charge d'entraînement. Donc, c'est sûr que si toi, tu as une telle charge, ton ami a une charge d'entraînement différente, la réponse ne sera pas pareille. S'assurer aussi de valider est-ce que le supplément est sécuritaire ou non. Donc, souvent, les suppléments vendus aux États-Unis, est-ce que des fois, il y a des ingrédients qui n'apparaissent pas nécessairement dans la liste d'ingrédients? Est-ce qu'ils sont sécuritaires ou non?
Donc, c'est sûr qu'il y a des façons aussi de savoir si le supplément commandé est sécuritaire ou non. L'idéal, ce que je recommanderais pour une personne qui voudrait s'enligner vers là, ben, ça serait de prendre un rendez-vous justement avec son professionnel de la santé, donc de venir nous voir. Puis on va se faire une tête sur ce produit-là. Premièrement, est-ce que tu en as réellement besoin? Ou est-ce que si, mettons, tu fais un programme d'endurance, tu prends un supplément pour prendre la masse, ben ça ne sera pas nécessaire pour toi, dans le sens que si tu prends un supplément mais que tu ne l'utilises pas, tu vas le stocker. Puis là, est-ce que ça va venir jouer contre ton objectif? Donc, c'est se faire une tête avec un professionnel de la santé, soit nous, promo de la santé. Il y a le nutritionniste aussi qu'on a sur la base qui peut aider vraiment beaucoup puis qui est spécialisé avec l'alimentation sportive. Donc, c'est toutes des belles informations gratuites, toute la communauté militaire qu'ils peuvent avoir, puis que souvent les gens n'utilisent pas. Donc, venez nous voir, on va se faire une tête, on va vérifier est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est sécuritaire, puis après ça, on va adapter le tout pour vraiment atteindre les objectifs de la personne. Oui, c'est ça, c'est assez intéressant. Comme tu disais tantôt, la supplémentation nutritionnelle, c'est comme, mettons, un entraînement. Tu as plein de différents suppléments, puis plein de différents exercices. Mettons, exemple, juste dans la nutrition, peut-être pour toi, mettons, manger plein de viande, ça ne marche pas, mais manger de la viande, pour moi, ça pourrait marcher. Tu sais, d'accord, le métabolisme, c'est ça qui fait. Il y en a qui sont plus lents, il y en a qui sont plus rapides. Bien, la nutrition, c'est ça qu'il va faire. Il va digérer plus rapidement ou moins lent. Il y a des aliments qui c'est mieux pour ce type de métabolisme-là, puis il y a d'autres aliments qui sont mieux pour l'autre métabolisme. Donc, c'est pour ça qu'un nutritionniste pourrait vraiment davantage là, à vous aider au niveau là, de vos objectifs, au niveau soit de prise de masse, soit de perte de poids. Puis vraiment, un autre soit capable de faire un journal alimentaire là, dans la semaine pour vraiment vous indiquer là, aussi quelle sorte là, d'aliments mangés là, qui seraient davantage pour vous. Nous autres, on est là pour vous diriger dans ce qu'on connaît, dans ce qui est mieux, de même que la promotion de la santé. Donc, comme tu mentionnais tantôt. Oui, puis en même temps, si tu me permets d'ajouter, sans nécessairement avoir besoin de suppléments pour aller chercher ton objectif, exemple, si l'objectif, c'est la prise de masse, j'irais peut-être plus vers une bonne périodisation. Dans le sens, une périodisation, c'est qu'on va entraîner différentes qualités musculaires pour avoir un résultat optimal à une certaine phase musculaire. Fait que, mettons, tu passes par endurance, force, endurance, hypertrophie, force, puissance, etc. Puis tu vas passer différents moments dans ces phases-là pour aller vraiment aller chercher un résultat qui est optimal. Et si toi, c'est l'hypertrophie que tu veux faire, mais tu n'as jamais entraîné l'endurance, ben à ce moment-là, il faudrait peut-être l'entraîner ou si tu n'as jamais fait de core, donc si la base de ta stabilité n'est pas là, c'est sûr que les résultats ne seront pas les mêmes. Donc, peut-être plus visé au niveau de la qualité d'entraînement, une bonne périodisation, puis vérifier si on est capable d'aller chercher des bons résultats sans nécessairement aller chercher un aide supplément, un aide au niveau des suppléments nutritionnels. Non, effectivement, tu as totalement raison à ce niveau-là. Donc, c'est qui termine un peu nos questions-réponses. J'espère qu'on a répondu un petit peu à des questions que vous avez peut-être à la maison pour soi-même. Et je vais juste faire un petit résumé rapide de l'individualisation. Donc, juste que l'individualisation, c'est chaque personne est différente. L'adaptation à chaque entraînement, chaque objectif va être différent aussi. Le métabolisme de chacun est différent. Il faut penser à plein de choses, au sommeil, à l'habitude de vie qu'on a. Il faut penser aussi, on est stressé, notre santé mentale, savoir prioriser aussi ce qu'on a besoin là, à travailler là, pour atteindre nos objectifs. T'sais, si tu ne dors pas et là, tu veux faire un marathon, essaie de régler ton sommeil avant d'aller t'entraîner trop pour le marathon. Donc, il faut savoir aussi se connaître dans ça. Donc, si vous avez des questions, je n'hésitez pas à nous les envoyer sur le site là, de PSP, BFC Bagotville. On va vous répondre, là, il n'y a pas de problème, assez rapidement. Donc, Véro, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, ça fait le tour pour moi. C'est sûr qu'on a effleuré le sujet. Là. Il y a tellement de choses qu'on peut parler au niveau de l'individualisation. Fait que, comme tu disais, si les gens ont des questions, n'hésitez pas. Ça nous fait toujours plaisir d'y répondre. Non, mais merci beaucoup de ta collaboration, Véronique. Puis c'est toujours avec la collaboration aussi de la promotion de la santé là, à la BFC de Bagotville pour un mode de vie actif. Donc, merci. Merci à toi.